Bonsoir. De nombreux soucis semblent émailler la distribution des cartes nationales d'identité aux enrôlés. De quoi s'agit-il exactement? Que dit l'Office national de l'état civil et de l'identification? On en parle dans quelques instants. Et jeudi, ces soirées de décryptage dans le Live Talk, Élisée Boulogbeu sera aux côtés de nos experts maison, André Bois, Alain Toussaint et Rabia Diallo, pour un passage à revue de l'actualité de la semaine. Ensemble, nous traiterons essentiellement du premier gouvernement Patrick Hachi et du retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. D'ailleurs, à propos de Charles Blé Goudé, il sera en ligne avec nous depuis La Haye. Et avec lui, il sera question de sa réaction à propos de son acquittement et de la récente annonce du chef de l'État. Et comme vous le savez, il a repris du service depuis quelques semaines. Mike Danon sera avec nous ce soir en toute fin d'émission pour un nouveau point de stress dont lui seul a le secret. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, c'est jeudi et c'est l'acte 4 du rendez-vous avec nos experts. Ils sont endimanchés, ils sont en costume, les messieurs. Bonsoir madame, je commence par vous. Bonsoir. Rabia Diallo. Oui. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Merci, très bien madame. Ouais. Élisée Boulogbeu, bonsoir. Bonsoir Brice. Ouais. André Bois, Alain Toussaint, comment allez-vous? Ça va. Nous allons bien. Ouais, je pensais qu'on parlerait Je parle pour au lui. diapason. Bien sûr, bien sûr. Ça se passe bien messieurs? Oui, André, ça se passe. Oui, ça va plutôt bien. Ça. Avec votre permission, on dira bonsoir également à nos téléspectateurs, enfin à l'ensemble de nos téléspectateurs, mais également à nos internautes qui sont très nombreux déjà sur Facebook, qui nous suivent en direct. Bonsoir à vous, messieurs, mesdames et mesdemoiselles. Un tour rapide de l'actualité avant d'entamer notre session de décryptage, c'est maintenant et on démarre avec le Live Actu. On parle d'identification, on parle de nouvelles pièces d'identité, on parle de rififi. Que se passe-t-il de ce côté? Pourquoi il y a tout ça? Alors, Rabia Diallo. Il y a tout ça parce que, en lançant l'enrôlement il y a un an, plus précisément le 17 février 2020, il était question de 11 millions de personnes enrôlées les 2 prochaines années. On visait quoi? 11 millions de personnes? Ouais, 11 millions de personnes, c'était l'objectif. On est en 2021 et pour le moment, il n'y a que 2,5 millions d'Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont été enrôlés. Ça, précisément, en février 2021, exactement un an. Alors, lors d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de l'ONESI, c'était le 22 janvier 2021, a annoncé que le volume de production, à ce moment-là, était estimé à 500 000 pièces d'identité par mois et que ce chiffre passerait à 1 million. Donc, ce qui veut dire que moi, comment je l'analyse, c'est que dans tous les cas, on ne peut pas dire que l'objectif n'est pas atteint techniquement tant qu'on n'est pas encore arrivé au terme justement de ce projet-là. Mais pour le moment, on est encore à un petit ratio par rapport à l'objectif des 11 millions. Alors, il y a également beaucoup de personnes détentrices de ces pièces d'identité qui se plaignent. Elles se plaignent du défaut d'indication de la filiation sur la pièce d'identité, qui fait que pour les opérations, elles sont obligées de ramener une pièce justificative, en l'occurrence, par exemple, d'un extrait de naissance pour justifier la filiation. On parle également de terminaux qui ne sont pas encore déployés, parce que comme c'est des cartes normalement à puce, il faudrait que... biométrique. Il faudrait que... oui, bref, biométrique à puce. Il faudrait que ces personnes... C'est pas la même chose? Autant pour moi. C'est pratiquement la même chose. Oui, bon, voilà. La biométrie est contenue dans la puce. Voilà. Alors, du coup, puisqu'il n'y a pas de terminaux, aucune identification n'est théoriquement possible pour le moment. Et concernant celles qui étaient produites en 2019, elles ne seront plus valides après le 31 juin 2021. Et là, on parle de 6 300 000 CNI concernés. Et donc voilà, la durée de ces validités a été déjà prolongée 2 fois. Donc c'est vraiment un melting pot de problèmes. Une prolongation, messieurs, autour de cette stabilisé. Mais moi, je pense qu'on ne devrait même pas se dire est-ce qu'on aurait notre prorogation. Il faut que l'État s'arrange pour que les Ivoiriens aient leur carte d'identité dans le délai requis. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne va pas aller de report. Ça veut dire 2 fois qu'on a reporté. On ne dira pas de report en report.
Je pense que jusqu'ici, le problème a été identifié. Ce qui faisait que jusque-là, les uns et les autres n'entraient pas en position de leur carte d'identité doit logiquement avoir été identifié. Donc, il faut qu'on y apporte les solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Pour un État qui se veut véritablement sérieux, on a calibré la période dans laquelle ces cartes-là devaient être produites. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'à la date du 30 juin 2021, les cartes de 2009 ne seraient plus en vigueur. Je pense que l'État a dû prendre certainement toutes ces précautions pour qu'effectivement, tous ces environ 7 à 8 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas encore été enrôlés pour recevoir leur carte le soient et qu'effectivement, ces Ivoiriens reçoivent leur carte à la date indiquée. C'est la prérogative de l'État. On n'est plus dans une logique de est-ce qu'on va respecter ou on ne respectera pas. On doit respecter, on doit se donner les moyens de respecter, moi je pense. Mais pour l'instant, est-ce que vous pensez qu'on va respecter? Oui, on peut penser ce qu'on veut, mais déjà, il y a une chose qui est sûre, sur laquelle nous tous sommes un tout petit peu d'accord, je n'ai pas encore entendu les autres, c'est qu'il y a un gros scandale autour de cette affaire de carte d'identité. Qu'est-ce qui Parce que, au-delà de ce qu'on l'a dit, ils ont dû identifier des problèmes techniques, mais déjà même, un État, il a parlé de sérieux, mais bon, je vais plus loin, c'est sans doute la même chose, mais un État moderne ne doit même pas être en train de se poser la question de savoir comment faire en sorte que tout le monde ait une carte d'identité. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on est sorti de la crise, même plus, avec des cartes d'identité qui avaient été réalisées. C'est-à-dire qu'entre 2010, avec ces cartes qu'on avait là, autour de 2009-2010, et aujourd'hui, on n'est pas capable de produire des cartes d'identité de façon naturelle. Ce que j'appelle de façon naturelle, c'est que chaque année, moi, ma carte est finie, admettons en 2018, je vais la reproduire. Donc, en fait, ça devrait être quelque chose de plutôt normal dans un État moderne. Donc ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, évidemment, il faut être clair là-dessus, c'est qu'on va enrôler des gens et on n'est pas capable de produire la carte. Enfin, je veux dire, techniquement, dans le monde entier, les technologies existent. Et là, le troisième scandale, je vous laisse là-dessus, c'est l'opacité autour de ça. Nous sommes vraiment incapables de dire où se situe le problème. Pourquoi l'ONESI refuse de communiquer convenablement sur la question? Alain Toussaint. Merci Brice. Je pense que le problème originel, c'est que l'État se soit délesté de sa responsabilité de produire des cartes d'identité. Avant, il suffisait d'aller dans les sous-préfectures ou les commissariats pour pouvoir se faire établir une pièce d'identité. Aujourd'hui, par un tour de passe-passe financier, économique et autres, on a fait appel à des sous-traitants qui, malheureusement, n'assurent pas convenablement cette œuvre. Vous imaginez la question du tout passe-passe? Est-ce que l'État s'est retiré à Oui, il y a un besoin de sécurisation du Non, mais j'allais arriver à ce point-là. Oui. À l'origine, c'est que l'État a fait appel à des prestataires extérieurs, n'est-ce pas? Oui, il y a des prestataires, mais c'est l'État toujours, non? Oui, mais ce n'est pas tout à fait l'État. Vous voyez? Si. Moi, je pense que le problème se pose là à l'origine. Maintenant, au-delà de la délivrance de ces documents, je vais terminer. Si on est d'accord avec ce ministre, si l'État délègue là des prestataires, vous imaginez que... Mais d'abord, c'est un problème d'efficacité. Parce qu'il y a des sous-préfectures... Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Dans le cadre de la politique PPP, partenariat public-privé, en général, ça marche. Pourquoi? Ça marche parce que beaucoup de choses sont externalisées au niveau du privé et que ça donne des résultats efficaces. L'identification, c'est un problème de sécurité nationale et c'est l'une des prérogatives de l'État qui doit avoir le contrôle et la maîtrise et qui doit pouvoir produire ces documents parce que d'abord l'État, par son organisation, l'État est présent sur l'ensemble du territoire. Vous voyez. Et je pense qu'en créant un office ou un organisme, l'ONESI et autres, à mon avis, on a arraché ce travail à nos services de police, etc., qui savaient le faire. Sous Fouet, on avait les cartes d'identité, je crois même jusqu'au président Bédier. Donc, je pense qu'il y a un problème de méthode. On parlait tout à l'heure d'opacité, mais c'est normal quand on casse la chaîne de production ou bien la manière de faire pour faire comme ailleurs, parce que la mode en Afrique aujourd'hui, c'est que les États ont externalisé la production de leurs outils d'identification, que ce soit dans beaucoup de pays. À force de le répéter, je ne suis pas d'accord, mais ça existe. Alain, pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a un organe de l'État qui produit les cartes d'identité et c'est toujours l'État qui s'appelle ONESI. C'est un travail de centralisation. Alors, c'est quoi le problème, puisque tu sais tout? Non, mais non, c'est pas une question de savoir. Mais si on ne sait pas, c'est quoi le souci? Dis-moi. Il ne faut pas qu'on dise que c'est lié au fait qu'il y a des sous-traitants. Voilà, je n'ai pas donné de réponse. J'ai dit juste qu'il y a un scandale. Si le DG de l'ONESI nous écoute, qu'il appelle
on le prend en direct pour nous dire que du premier point au dernier point, mais ça ne nous oblige pas à dire ce le qui processus. Pas, non, mais attendez, moi je vais parler dans des spéculations. Que ceux qui détiennent l'information viennent nous expliquer pourquoi on ne peut pas obtenir des cartes d'identité. Je vais parler de mon cas personnel. Ça fait exactement 1 an que j'ai été enrôlé dans un commissariat de Cocody. Et on m'a même envoyé un SMS il y a 3 mois pour dire, monsieur, votre carte d'identité est prête. Je me suis rendu au point en question, la carte n'y était pas. Alors, c'est quand même un scandale. Vous êtes enrôlé dans un commissariat, donc ça ne pose pas de problème, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais attendez, voilà. Ça se passe autrement que ce qui apparaît malheureusement. Il faut que le processus puisse être remis entièrement aux préfectures, sous-préfectures. Mais tu penses que ça arrangerait le problème, Alain? Bien sûr, bien sûr. Il faut que le processus soit redonné aux préfectures, aux sous-préfectures selon votre proposition. Mais pour l'instant, des Ivoiriens n'ont pas leur carte d'identité. Oui, mais c'est la conséquence. Mais c'est la conséquence. Mais le point, c'est même au-delà de ça, au-delà du fait que même si ces pièces d'identité sont disponibles pour certaines personnes, mais les terminaux pour pouvoir les lire ne sont pas disponibles. Donc c'est comme si on me donne une carte bancaire et que je n'ai pas... Et qui fabrique les terminaux? Voilà, et que je n'ai même pas d'endroit pour aller pouvoir retirer de l'argent avec ma carte. Ça ne sert à rien en fait. Et ça, c'est un constat. Très bien, bien. C'est un fait. Moi j'estime qu'il faut Parce qu'après, il y a la question d'affiliation, qui n'existe plus autour de la carte, il faut se balader avec. Oui, mais bon, justement, si les terminaux existaient, on aurait pu identifier ces personnes-là parce que toutes les informations figurent sur la carte. Indiquer sur un document d'identité sa filiation. Moi, je ne vois pas pourquoi. Vraiment, sur ce point-là, je pense que c'est un faux problème. Ça ne me dérange pas. Non, mais seulement, il faut des terminaux, effectivement, qui puissent confirmer les informations qui figurent sur le document physique. Allez, a priori, non, je pense qu'il faut qu'on comprenne. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il faut qu'on centralise le débat. Voilà. Pour moi, ce qui est sûr et certain, c'est que l'État doit comprendre que c'est un droit pour le citoyen d'avoir sa carte d'identité. En plus que ce n'est pas gratuit. Ça aussi, il faut qu'on le note. En plus que ce n'est pas gratuit. Le citoyen a payé. Le citoyen a un droit de recevoir sa carte d'identité. Quitte à l'État de prendre les dispositions qui sont de son ressort pour mettre à disposition les cartes d'identité. Ça, le débat, il est clos. C'est à eux de savoir où le problème se pose et de le résoudre. Deuxièmement, sur la question de la filiation. La question de la filiation n'aurait posé aucun souci si, dans le fonctionnement même de l'administration, lorsqu'on présentait la carte, il n'y avait pas de processus à certains endroits où on demandait la filiation du parent. Je présente ma carte, c'est mon nom qui est dessus. Mais nous oublions que nous revenons de plusieurs années d'activités administratives où tous les documents portaient notre filiation. Donc aujourd'hui, quand je prends la carte d'identité elle seule, on me dit, mais est-ce que c'est vraiment toi dans la mesure où on dit ici, là, ton papa s'appelait ceci, ta maman s'appelait ceci, où ça y est. Voici où le problème se pose justement, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent du fait qu'il n'y ait pas de filiation. Donc c'est à l'État peut-être d'essayer de voir et de dire qu'on fait table rase désormais sur toutes les procédures, là où il y a les filiations et autres, on laisse tomber. Dès l'instant que la personne te présente sa carte d'identité, on prend et puis on évolue. Vraiment, sois un peu court pour aller là-dessus. Ce n'est pas une question de ceux qui décident de filiation ou pas. La question de la filiation, c'est un élément d'identification. Ça vous comprenez? Donc c'est important que moi, une banque, quand j'ai affaire à M. André Bois, qui serait le fils de Mme Miao, il faut que, justement, ça me permette d'identifier le bon André Bois, parce qu'il peut y avoir 4 André Bois en Côte d'Ivoire. C'est ça la question. Donc, c'est anormal qu'on puisse produire une carte d'identité sur laquelle il n'y a pas l'affiliation. Donc, c'est ça déjà, c'est une faute de la part de l'ONESI. Mais la question... Non, mais la carte d'identité comporte bien un numéro. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, on peut avoir des homonymes qui ont des cartes d'identité ivoiriennes, mais qui ne sont pas les mêmes. Non, mais sur cette question, je ne suis pas trop d'avis avec André. Pourquoi? Parce que j'explique. C'est vrai que quand tu iras à la banque, par exemple, il y a la filiation. C'est pourquoi j'ai dit, il revient à l'État de repasser en revue les processus. Parce que la carte, c'est une carte biométrique sur laquelle tu as toutes tes informations, toutes tes données. Donc, en réalité, quand on la prend, on devrait avoir logiquement une base de données qui nous confirmait que cette carte que j'avais était effectivement pour Élysée. Est-ce que les banques sont dotées de cette appareil? C'est là que vous me rejoignez quand je dis qu'il est important pour l'État de revoir le processus. Oui, évidemment. Mais c'est bien compris. Donc, on constate qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a un besoin d'information. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je voudrais réitérer en direct cette fois l'invitation au directeur général de l'ONESI. C'est vrai qu'on a plusieurs courriers sur votre surtout qu'Alain, il a toujours affaire aux entités de l'État. Voilà, donc on espère que oui, parce que moi j'aime un État fort. On va terminer, s'il vous plaît. Charles Blé Goudé, vous êtes en ligne via Skype avec nous sur le Live Talk sur Live TV. Bonsoir et merci d'accepter de répondre à nos différentes questions.
Comment allez-vous? Je veux bien, merci beaucoup. Très très bien. Alors Charles Blé Goudé, le 31 mars dernier, la CPI prononçait votre acquittement en même temps que le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quel sentiment, et je mets le mot au pluriel, vous anime? De la joie, de la tristesse, de la colère? Les Ivoiriens ont dit, qu'est-ce que vous avez en cœur en ce moment? Oh, c'est un mélange de sentiments, j'allais dire. Parce que c'est vrai que je suis acquitté, il n'en demeure pas moins que j'ai été transféré ici sous fond de conflit, sous fond d'une crise et endeuillé mon pays. Donc ce n'est pas une finale d'un match de football que j'ai remporté. J'ai donc recommandé le triomphe modeste parce qu'il y a eu des morts dans mon pays. Je suis content parce que passer par la chambre préliminaire, ensuite la chambre de première instance, qui vous acquitte, pour finir à la dernière instance de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la chambre d'appel, il faut être patient. C'est cela aussi que la prison nous enseigne. Quand on sort de cela, oui, je suis un peu léger dans mon esprit, et en même temps, quand je jette un regard derrière tout ce qui s'est passé, je pense que mon intelligence est mise à rude épreuve. Voilà ce que j'ai pu dire. Très bien. Alors je suis pour cette interview en compagnie de M. Alain Toussaint, Alain Charles Blé Goudé. Alors Charles Blé Goudé, vous avez publié un communiqué aujourd'hui pour saluer la décision du président Ouattara qui a indiqué que vous et le président Gbagbo étiez libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Comment réagissez-vous donc de manière plus précise ici pour notre antenne à cette annonce qui a été faite par le chef de l'État? Vous venez de le dire, j'ai publié aujourd'hui ma réaction que j'ai rendue publique pour exprimer dans un premier temps mon sentiment de reconnaissance envers le chef de l'État qui a bien voulu prendre cette décision importante parce que le premier magistrat du pays, c'est lui. Et la réconciliation de la Côte d'Ivoire se trouve aussi entre ses mains. Hier, il a déclaré publiquement que nous pouvions, le président Gbagbo et moi, rentrer en Côte d'Ivoire quand nous le souhaitions. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Certains m'ont parlé des pièges, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Nous sortons d'une crise. Mais c'est le chef de l'État qui a parlé. Il n'avait pas de menottes au poignet. En toute responsabilité, il a pris cette décision. Et je salue cette décision qui, pour moi, est un pas vers la décrispation de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Ensuite, ici, je saisis votre antenne pour traduire au président Alassane Ouattara ma gratitude. La gratitude d'un fils du pays qui est reconnaissant envers le président qui vient de poser un pas important qui va réunir autour de la patrie les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Voilà mon sentiment. Charles Blé Goudé, vous avez été, en votre absence, condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Est-ce que vous n'avez pas quelques appréhensions négatives à revenir dans le pays, compte tenu du fait que cette condamnation n'a pas été l'objet d'une grâce ou d'une amnistie, voire même d'une suspension? Monsieur, écoutez-moi très bien. Cela fait 7 ans que je suis ici en Hollande, passant par plusieurs étapes de la procédure qui m'a conduit ici. La chambre préliminaire, ensuite la chambre de première instance, et pour finir, la chambre d'appel. Ce que la prison m'a appris, c'est la patience. Et je ne veux pas forcer la main aux autorités de mon pays. Je pense, chez nous, on dit on n'appelle pas un chien pour le frapper. Le chef de l'État ne peut pas déclarer. Vouloir prendre en charge les frais de voyage, se donner toute cette peine-là, pour ensuite nous enfermer
dans une cellule, quand la voie la plus simple pour lui serait de lancer un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. Il a l'autorité pour cela. Il n'a pas besoin de toute cette ruse-là pour le faire. Pour sortir des crises, le minimum que nous puissions faire, c'est d'apprendre à nouveau à nous faire confiance. Et c'est dans cette logique-là que moi je m'inscris. Alors justement, Charles Blé Goudé, vous serez certainement en Côte d'Ivoire dans les prochains jours ou les prochaines semaines, selon votre agenda ou votre calendrier. Les Ivoiriens peut-être se posent des questions. À quel genre de Charles Blé Goudé est-ce qu'ils auront droit? Un Charles Blé Goudé qui revient en Côte d'Ivoire rempli d'ambition présidentielle, pourquoi pas? Un Charles Blé Goudé, homme de cohésion, de paix, de réconciliation. À quel type de Blé Goudé on aura droit à son retour en Côte d'Ivoire? D'abord, merci. Je suis Charles Blé Goudé. C'est ce que je suis. Beaucoup de personnes, avant vous d'ailleurs, parce que j'ai donné beaucoup d'interviews depuis que je sors de prison, m'ont souvent dit, est-ce que vous avez changé? Je leur ai répondu, on ne sort pas d'une piscine dans laquelle on a plongé avec des habits repassés. J'avais 28 ans quand la crise éclatait. Monsieur, j'en ai aujourd'hui 49. 21 ans sont passés par là. 2 ans d'exil sont passés par là. 14 mois de détention à DST sont passés par là. 7 ans de détention à l'étranger sont passés par là. Les épreuves sont un enseignant. La prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement, c'est aussi un lieu de formation et donc de transformation. Le Blé Goudé auquel les Ivoiriens auront droit, c'est un Blé Goudé qui a tiré toutes les leçons et les enseignements de la crise qui a secoué son pays. C'est un Blé Goudé qui veut aller vers les autres, avec qui il ne partage pas forcément le même point de vue, mais avec qui il a en commun la Côte d'Ivoire, qui a besoin autour d'elle tous ses enfants. C'est ce que je vais faire. Mais ça ne dit pas qu'est-ce que Blé Goudé a dans son baluchon. Non, là-dessus, je suis très clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis politique. J'ai appris sur le tas et je suis allé à l'école de la politique. Vous ne pouvez pas demander à un jeune homme qui a passé tout son temps dans un centre de formation de football s'il va prendre sa licence pour jouer dans une équipe de football. Je suis politique, mais mes ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Donc, il faut prioriser les choses. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'abord de me réconcilier avec mes frères. Ensuite, le reste viendra. Mais il ne faut pas se leurrer. Je ferai la politique. Et j'ai des ambitions pour mon pays. Mais les ambitions que j'ai ne sont pas au-dessus de la vie de mes compatriotes, qui ont besoin aujourd'hui de tourner la page triste de notre histoire. Charles Blé Goudé, on reviendra tout à l'heure sur l'aspect de votre acquittement auprès de la CPI. Mais d'un mot, est-ce que l'on peut savoir les modalités techniques ou politiques de votre retour envisagé à Abidjan? Est-ce que vous avez actuellement des contacts avec les autorités? Pouvez-vous nous éclairer sur cette question, s'il vous plaît? Écoutez, ce n'est que hier que le président de la République a pris la décision au sujet de notre retour. Comprenez que nous n'avons pas encore de contact officiel et la précipitation est source d'erreur. La décision a été prise. On peut donc dire que, pour parler comme les syndicalistes, le principe de notre retour est un acquis. Il va falloir maintenant parler des modalités de retour. Mais pour quelqu'un qui a attendu 7 ans, qui a attendu 10 ans, il ne va pas se précipiter pour 24 heures. Donc, aucun contact n'est encore pris. Mais je reste confiant que cela ne saurait tarder. Sur la question de votre passeport, est-ce que vous avez eu quelques annonces ou quelques pistes se dessinent-elles pour l'obtention de vos documents de voyage? J'ai déposé tous les documents requis pour obtenir mon passeport. J'ai écrit une lettre officielle à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Hollande, qui est mon voisin ici, à La Haye. J'ai eu un entretien
avec les autorités administratives de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le greffe, vous savez que ces questions-là ne sont pas des questions qu'on traite de manière spectaculaire. Ce sont des questions diplomatiques. Et l'obtention d'un passeport de Charles Blé Goudé, je l'ai toujours dit, n'est pas qu'une question administrative. C'est une question hautement politique. Donc, j'ai fait la démarche administrative. Je pense que le politique va suivre. Et avec la déclaration faite par le chef de l'État hier, quand on dit « vous êtes libre de rentrer chez vous », je ne vais pas monter dans Zengbaka, pour parler comme les Ivoiriens. C'est un avion, donc le passeport est requis. Et j'ai foi que d'un moment à l'autre, les autorités consulaires de la Côte d'Ivoire ici à La Haye, mes voisins, me feront certainement signe. 30 secondes par question, parce que nous sommes en fin d'entretien. Charles Blé Goudé, on est un peu pris par le temps. Alors, vous avez, je pense, volontairement choisi d'avoir un fonds COGEP. Est-ce que c'est une façon de dire à ceux qui vous imaginaient dans une autre formation politique que vous restez fermement attaché à ce parti, à votre mouvement? Oh, non. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais seul ici. Donc, j'ai essayé de m'arranger pour avoir un petit décor par respect pour vous et pour vos téléspectateurs. Très bien. Okay. Sinon, je n'ai pas besoin d'afficher avec des pagnes que je suis COGEP. Je suis COGEP dans l'esprit et dans la vision et dans l'idéologie. Très bien. Donc, ce n'est pas ça. Seulement, tout ce que moi, je voudrais vous dire qui est le plus important ici, quelle que soit notre coloration politique, il est temps de quitter le face-à-face pour arriver au côte-à-côte. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Très bien. Ceci pourrait constituer votre mot de fin, Charles Blé Goudé, ou un message pour tous les Ivoiriens. C'est vrai que vous avez donné de nombreuses interviews, vous le disiez tout à l'heure, mais pas de nombreuses à des médias locaux. Vous nous en faites aujourd'hui l'honneur. Un message pour tous les Ivoiriens qui vous regardent aujourd'hui à travers nos antennes. Simplement, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Toutes les grandes nations qui ont embrassé le développement sont ces nations-là qui ont su tirer les enseignements, mais tous les enseignements des crises qui ont émaillé leur histoire. C'est le cas de l'Allemagne. Berlin, symbole de division, quand on fait référence à la Deuxième Guerre mondiale. Berlin aujourd'hui, symbole où réside, ou sur lequel s'appuie l'économie européenne. L'Allemagne et la France étaient des ennemis jurés hier. Aujourd'hui, c'est un duo sur lequel repose l'Europe. Je souhaite à mes compatriotes ivoiriens qu'au-delà de nos divergences, nous puissions savoir que nous n'avons pas deux pays. Nous nous sommes battus un moment, donnons-nous la main. Donnons-nous la main pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que nous n'avons pas le droit de leur léguer notre haine qui nous a divisés, de leur léguer nos conflits qui nous ont divisés. Regardons aujourd'hui l'avenir autrement. C'est une lourde responsabilité. Et je prends l'engagement de faire ma part une fois que mes deux pieds auront foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview pour Live TV. Et puis, on vous dira bonne chance. À bientôt. Merci. Alors, chers amis, on a... merci encore une fois à nos équipes techniques, hein, merci à la régie. On a suivi cette interview. Élisée Boulougbe à chaud, là, comme ça. Eh ben, moi, je dirais déjà... Pardonnez-moi, on va dire aussi merci à toutes les équipes hein, de Charles Blé Goudé qui ont parlé de l'interview. Merci également. Ben, en tant que citoyen, je dirais que je salue tout ce que j'ai entendu ce soir de la part de Charles Blé Goudé. J'ai trouvé un discours assez responsable, apaisé et apaisant aussi. Et je pense que c'est un sillon qu'il trace et que les autres hommes politiques devraient, à mon sens, suivre. Ça, je le dis, on aura le temps de spéculer longuement dessus, mais déjà à chaud, je peux dire que j'apprécie énormément ce que j'ai entendu. Rabia Diallo, quel sentiment vous avez eu en regardant Blé Goudé à l'instant? Moi, je l'ai trouvé justement très... J'ai trouvé son attitude posée, avec beaucoup de, je dirais entre guillemets, beaucoup de maturité. Il a énormément relativisé un certain nombre de choses. Et voilà, bon, il a quand même eu quelques petites phrases
quand il parle par exemple de son passeport, que c'est une affaire plutôt politique plutôt qu'une affaire de citoyen, etc. Donc, on attend la suite pour voir comment tout ça va se dérouler après. C'est vrai qu'on aurait eu beaucoup plus de temps en compagnie de Charles Blé Goudé, on aurait abordé d'autres questions. Et d'ailleurs, on pourrait vous dire que si tout se passe comme on le souhaite, en tout cas selon beaucoup d'agendas, beaucoup de calendriers, beaucoup de tractations, ce n'est que le début, on aurait certainement l'occasion de l'avoir en direct, sait-on jamais, à son retour en Côte d'Ivoire sur ce plateau. André Bois-Jouët, ma question sera plus directe, j'ai envie de dire. Pensez-vous qu'à travers cette interview, le Blé Goudé que vous regardez, que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure, est un Blé Goudé dans la stratégie? Dans la stratégie, mais je le dis très souvent, mais il a démontré que c'est un homme politique. Et surtout un homme politique qui a mûri et un homme politique qui est lucide. Et ça, c'est important. Vous savez, tous ces débats qu'on a souvent et qu'on reprend, nous, qui sommes censés être des spécialistes concernant justement Blé Goudé, son passeport, ou Gbagbo, son passeport, et on suppute. Mais la réalité, c'est que c'est un dossier politique. C'est des hommes politiques. Et donc, leur sort ne se décide pas comme le citoyen André Bois. Et cette lucidité-là me plaît chez Blé Goudé. Et quand il est lucide, ça veut dire qu'il faut que ceux qui sont en face aussi le soient. Parce qu'il faut que le président de la République, le Premier ministre aujourd'hui, ceux qui prennent en main les dossiers de l'État, comprennent qu'on a besoin de passer à autre chose. Et cette lucidité-là, franchement, pour moi, je la sens des deux côtés, puisqu'on a entendu la déclaration du président de la République. Alain Toussaint, un mot, pendant l'interview, je vous regardais, je me disais, il y a une phrase, le chef de l'État, le président de l'Assemblée est le premier magistrat de ce pays. Tout à fait. Ça attire votre attention? Oui, c'est une phrase choc à votre avis? Il a en fait, compte tenu du régime dans le pays, il a l'essentiel de pouvoir entre ses mains. Il est à la fois le maître de l'horloge, le maître du temps, et c'est lui aujourd'hui qui a la capacité, en tout cas, d'apaiser de manière durable la situation. Et Charles Blé Goudé, dans la posture qu'il a, d'abord je l'ai trouvé mature et pragmatique politiquement. C'est vraiment un vrai homme politique. Et il a, comme on dit, ouvert les bras en direction de l'exécutif afin que celui-ci prenne les dispositions. Dans l'interview, on a parlé des 3 possibilités. L'amnistie, la grâce et puis l'éventualité d'une annulation de la condamnation qui, je crois, est prévue par le Code pénal ivoirien. Donc, je pense qu'il faut vraiment, comme on dit, approfondir les discussions, les négociations, parce qu'une fois encore, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas des citoyens ordinaires. Tant bien même qu'ils puissent avoir des passeports ordinaires ivoiriens, compte tenu de leur statut, de leur stature, de leur passé, de leur position dans le pays, cela nécessite forcément que les équipes de l'une ou l'autre personnalité prennent attache avec les autorités pour préparer les conditions de leur retour. Et cela se négocie, cela se discute. Donc je pense que Charles Blé Goudé est conscient au travers de ce que j'ai entendu de cela. Et une fois encore, il a réitéré, à travers les propos qu'il nous a accordés, sa disposition à discuter avec le gouvernement. Un proverbe de Charles Blé Goudé, pendant l'interview, nous a dit quand on fait appel à son chien, c'est pas pour le taper. Ah ben, évidemment, c'est pour une bonne caresse, c'est pour passer un bon moment doux. Il faut dire qu'il est dans une très bonne disposition d'esprit parce que, selon ses propos, des gens ont commencé à lui dire c'est un piège, fais attention. Non. Mais il est très positif dans la tête, il est très optimiste surtout, et surtout très engagé à participer à un processus de cohésion, de réconciliation, d'unité pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Dans l'interview, Blé Goudé est revenu là-dessus. Il a dit qu'il est revenu constamment sur les propos du chef de l'État. Je pense aussi que quelque part, il ne faut pas perdre de vue cette lucidité que Charles Blé Goudé a aujourd'hui. C'est parce que quelque part aussi, en face, il y a des conditions plus ou moins qui ont été créées pour appeler cette lucidité-là. Et lui, il veut croire à la bonne foi du chef de l'État et du camp d'en face. Donc lui, comme il le dit si bien, il veut venir prendre sa place, mais pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a une phrase que j'ai vraiment appréciée dans ses propos. Il a dit « l'un n'est plus au face-à-face, mais c'est du côte à côte maintenant ». Tout à fait. Parce que là, il faut qu'on comprenne que, comme il le disait si bien, il y a un moment pour la belligérance, mais il y a un moment quand même, il faut concilier les positions, il faut se mettre, pas forcément la même idéologie, mais il y a quelque chose qu'il faut préserver, c'est la Côte d'Ivoire qui est plus importante même que l'individu le plus important de la Côte d'Ivoire. Et ça, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Juste d'un mot, le propos qu'il a tenu aujourd'hui répond un peu en écho à la déclaration du président, parce que le président a dit 2 choses en ce qui les concerne. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils sont libres de rentrer chez eux. Et puis, dans l'autre propos, le président a dit que l'État prendrait en charge les frais de voyage du président Gbagbo, sans citer
enfin de Laurent Gbagbo, sans citer Charles Blé, voilà, et sa famille, sans citer Charles Blé Goudé. Donc je pense que quelque part là, il y a, je sais pas, une sorte de malentendu ou quelque chose qui nécessite de la clarté, parce que on sait les conditions de son transfèrement à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire l'a pris d'un point A sur notre territoire national pour le transporter vers un point B à l'étranger, à la Haye. Il est acquitté et je pense que des négociations devraient aboutir à ce qu'il soit pris en charge. N'oubliez pas qu'il a quand même été reconnu comme indigent à la CPI, puisque les frais de justice ont été entièrement pris en compte par cette institution. Oui, donc il faut, je pense vraiment que l'on songe à cela. Je veux dire, pour un État comme la Côte d'Ivoire, ça peut se faire. Très bien. En tout cas, encore une fois, merci à Charles Blé Goudé pour cette interview qu'il a accepté d'accorder à Live TV. Et puis, justement, cette déclaration concernant le retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo a été faite au cours du tout premier Conseil des ministres conduit par le Premier ministre Patrick Kachi. Alors, rentrée des classes pour les nouveaux ministres. Alain Toussaint. Ben écoutez, déjà, la rentrée s'est faite la veille au soir via les réseaux sociaux, avec des messages de ministres qui étaient assurés de ne pas faire partie du prochain gouvernement. Et puis le lendemain, il y a eu le concert de tous ceux qui ont été accueillis dans ce nouveau ou futur gouvernement. Une forme de communication vraiment inédite. Moi, je trouvais ça étrange, où chaque nouveau ministre remercier le chef de l'État. Franchement, il faut un peu d'imagination. Très bien, on va revenir à cela certainement à la fin du point. 42 membres constituent cette nouvelle équipe gouvernementale, André Bois. 42. Oui, 42 membres. Enfin, après, je ne sais pas ce que vous voulez nous faire dire. Est-ce qu'il est pléthorique ou pas? Enfin, on l'espérait, avant, en tout cas. Avant, il y en avait 47. Oui. Et là, il y en a 42. Franchement, je ne suis pas sûr que c'est un grand pas sur la Lune. Ça, on est d'accord là-dessus. Bon, voilà. Donc déjà, le nombre, pour moi, n'est pas le signe qu'on a vraiment progressé. Après, on peut toujours regarder les différents composants, ceux qui partent. On reviendra aux composants. Le nombre, Élisée Boloubeu. Ben, moi, je le dis tout de suite, tout net, je tranche, je trouve qu'il est pléthorique. Pour moi, je le dis honnêtement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, 47 ministres, je trouve 42 ministres, je trouve que c'est excessif pour moi. Et surtout que le chef de l'État, si on s'en souvient très bien, à sa prise de pouvoir, ou même pendant la campagne, disait qu'il mettrait tout en œuvre pour réduire le gouvernement. Ça, je parle de 2010 en fait. Quand il viendrait au pouvoir, il réduirait le gouvernement, le nombre de ministres et autres, tout ça. Aujourd'hui, quand on se retrouve à 42 ministres, pour moi, j'estime que c'est pléthorique. On peut faire moins que ça. Surtout qu'il y a des ministères qui sont transversaux, qui peuvent purement et simplement être imbriqués les uns dans les autres. Donc je me dis qu'on peut encore faire des efforts. Oui, mais c'est aussi la réelle politique. La réelle politique. On a 31 régions, 2 districts, et il sort d'une élection qu'il a gagnée en s'appuyant sur des régions, sur les départements. Il faut récompenser les leaders régionaux. Et quand vous regardez un peu la cartographie de ce gouvernement, vous voyez qu'il y en a... Non mais Alain, veux-tu me faire comprendre que si demain, on a un nouveau découpage électoral et qu'on se retrouve à 47 régions, on aura 47 ministres? On augmentera le nombre de sénateurs sans doute. Non, je pense que ce n'est pas juste. Parce que justement, la question que non, mais ce n'est pas une question de justice. Pour rejoindre les propos d'Élisée Boloubeu, en tout cas pour donner un peu de détails, certains estiment qu'aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui recherche encore des ressources, avoir 47 ministres, parce que le train de vie de l'État, 42, c'est encore énorme. Parce que c'est des gens qu'il faut qu'on paye, quoi qu'il en soit. Oui, déjà, c'est des cabinets qu'il faut entretenir. Oui, qu'il faut entretenir. Donc, on pouvait s'en passer, vous imaginez. On a 99 sénateurs, 42 ministres, 255 députés. Bon. Mais n'oubliez pas quand même qu'on a supprimé 5 ministères. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il ne faut pas qu'on fasse comme si... que ça, c'est la petite note de... Oui, non, mais pour moi, il y a quand même eu une évolution, entre guillemets. Il y a quand même 5 ministères qui ont été supprimés. Ça représente quand même une grosse économie avec tout ce qu'il y a autour. On est d'accord. On a supprimé ou on a supprimé dans le sens où il y a plus des ministres. On passe de 47 à 42. Non, mais il y a même certains il y a le ministère de la promotion de la riziculture qui n'existe plus. Il y a des ministères qui n'existent plus. Donc voilà, je veux dire, pour moi, c'est déjà un gros effort. Je pense que les vraies économies, en fait, pourraient se faire sur un principe de non-cumul. Quand on a des ministres qui sont maires et à la fois et en même temps au gouvernement, ça pose un problème. Voilà. Mais là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, mais ça revient à la réduction du train de vie de l'État. C'est-à-dire qu'il faut réduire la voilure en disant à ceux qui sont dans l'exécutif de ne se consacrer qu'à l'activité des ministres. Pour suivre Alain, je finis sur cette question-là.
Là, on est à 42, mais on ne sait pas à combien on sera d'ici la fin de la semaine. Parce que dans les propos du chef de l'État, hier, il a été précis en disant que pour les ministres sortants, il va nommer des ministres-gouverneurs. Ils sont 6. Donc, on ne sait même pas d'ici la semaine prochaine. 6 ministres-gouverneurs. C'est-à-dire des gouverneurs qui ont rang de ministre. Oui, toujours. Oui, des gouverneurs qui ont rang de ministre. Toujours est-il que tout ça, c'est arrimé au portefeuille de l'État. Oui. Donc, c'est pour dire que d'ici la semaine prochaine, on ne sait même pas à combien on sera. Peut-être qu'on sera à 50. C'est vrai que nous, sur le premier point, on s'est un tout petit peu focalisé sur ce que ça coûte. Mais peut-être qu'il y a aussi la question des chantiers et des enjeux qui nécessitent qu'il y ait des personnes qui s'en occupent. Ben non, ça c'est pas un argument qui tienne parce que quelqu'un a pris, je vous dis, parce que on va dire comparaison n'est pas raison, mais quand on prend les grands pays de ce monde, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, ailleurs, ils ont dans une quinzaine de ministres, etc. Non mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, André, d'autant plus que ces personnes ont des réalités qui ne sont pas les nôtres. Je veux juste rappeler que je n'ai pas très souvent l'occasion d'aller au bout de mes propos. Bon, allez-y, mais vous y allez aussi, vous allez longtemps. Non, je ne vais pas longtemps, je crois à peine de parler, vous me dites non, laissez-moi finir. Que ce soit dans des grands pays comme l'Allemagne, où les chantiers sont vachement plus importants que nos chantiers, je vous avoue qu'ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent à gérer le pays avec moins de ministères. Vous allez m'expliquer, Brice, je vais vous donner un exemple. Le ministère de la protection sociale, c'est le ministère qui est chargé de mettre en place une protection sociale. Mais il y a un ministre de la solidarité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous arrivez à y comprendre quelque chose? Mais André, il y a un ministre de la solidarité, il y a un ministère de la lutte contre la pauvreté, alors que déjà, il y a un ministère qui s'occupe de la solidarité, il y a un ministre qui s'occupe encore de l'autre côté de la protection sociale, il y a un ministre qui s'occupe du travail, il y a un ministre qui s'occupe de l'insertion. Vous voyez, tout ça, c'est des domaines qu'on peut corréler. On n'est pas obligé, donc c'est ce que je veux vous dire. Donc ne pensez pas que c'est vraiment un débat pour faire un débat. La comparaison, vous la faites entre les ministères, mais vous avez parlé également de certains pays comme l'Allemagne, où ils ont 15 ministères. En Allemagne, ils ne luttent pas contre la pauvreté, pas comme nous. Ah ben ils ne luttent pas contre la pauvreté, qu'est-ce qu'ils font, Brice? Pas comme nous. Mais tu ne luttes pas contre la pauvreté en dépensant. C'est pas nous qui le font. C'est ça qui s'agit. Avec André, c'est l'hôpital qui se fout la charité, d'autant plus que lui n'aime pas son temps à intervenir dans les propos des autres. Vous n'aimez pas qu'on intervienne dans les vôtres. Non, pas que j'aime pas, je réagis par rapport à vos propos, on peut le faire quand même, ça n'a pas de problème. Justement, vous disiez tout à l'heure. Vous m'avez posé une question. Mais oui. Oui, mais j'ai répondu, donc je ne vous ai pas coupé, Brice. André. Oui. Bois. Oui. On va permettre à d'autres personnes de s'exprimer. Oui, mais bien sûr. Sur cette question. Alors, on a parlé de l'équipe gouvernementale, 42 ministres, 38 ministres. On va parler des femmes un tout petit peu, on va bien. Parce que je sais que vous me regardez depuis. Vous me regardez depuis. Vous êtes satisfaite 8 femmes ministres? Si je suis satisfaite. Oui, sur 42. Parce qu'on parle. Là, en ce moment, on est sur le point du nombre en ce moment. Elles sont très belles, mais non, je ne suis pas satisfaite. Je veux dire, c'est un gouvernement qui a énormément, enfin un nouveau gouvernement qui a vraiment misé sur la jeunesse, sur la technicité. D'accord? Je trouve Il n'y avait aucun mot sur la parité. Non, la parité, j'en parle plus depuis longtemps. Pour moi, on n'est pas dans un pays qui fait la promotion de la parité. Pour moi, c'est pas dans les réalités en fait. Il n'y a pas assez d'hommes, vous estimez? Ça, c'est un autre débat, on l'a tenu tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis même plus dans la question de la parité. Je dis juste que si c'est un gouvernement jeune, si c'est un gouvernement qui se voulait dans la diversité régionale, entre guillemets, dans la diversité peut-être tout court, et surtout dans la technicité, il y a énormément de femmes qui ne sont pas forcément dans la politique et qui ont l'expertise nécessaires pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Elles veulent peut-être pas être ministres. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe lors des consultations. On ne sait pas ce qui se passe lors des propositions de profil. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, quand j'ai lu un post, enfin, il y a eu, on peut en parler également, cette nouvelle forme de communication de Patrick Hachi sur les réseaux sociaux, très jolie, avec les petites citations par rapport à ce qu'il est en train de faire. Sans le logo du RHDP, c'est bizarre d'ailleurs. Oui, mais bon, je pense qu'une fois qu'il parlez pas de ça. Voilà. Terminez vos propos. C'est pas de communication. Je relève que toutes ces communications, il ne met pas le logo du parti auquel il appartient. Par exemple. C'est parce qu'il se considère comme le Premier ministre du gouvernement de tous les Ivoiriens. Il parle pour la Côte d'Ivoire, il ne parle pas pour son parti. C'est sur le site de la primature. Maintenant, quand il dit... J'ai tiqué ce matin, et c'est très subjectif, je vous l'avoue, mais j'ai tiqué. Quand il a dit que le gouvernement est plus resserré, plus jeune, il épouse la diversité régionale de notre pays, nos sœurs y ont des responsabilités de premier plan. C'est pas faux, mais pour moi, c'est peut-être... Pas assez. Non, c'est pas que c'est pas assez, c'est une forme de réponse qui est vraie. Comme si on voulait nous dire... Il anticipe non, les c'est comme critiques. si on voulait nous dire, écoutez, vous n'êtes pas...
aussi nombreuses que vous auriez souhaité être, mais vous avez quand même de bons postes au niveau du ministère. Mais je trouve que quand même sur 42 postes, on aurait pu avoir beaucoup plus de femmes. Juste avant la pub. D'accord, rapidement, moi je voulais juste faire une observation. On a souvent parlé de la fidélité de personnes qu'on nomme dans des gouvernements. Moi en fait, je voulais prendre cette dimension de l'autre côté avec... On parlait de la fidélité du chef de l'État à ceux qui ont été ses soutiens de la première heure. Avec des jeunes ministres comme Touré Mamadou, donc reconduit, avec le jeune nouveau secrétaire général du gouvernement. Donc voilà, des politiciens. Secrétaire général de la présidence. Voilà, pardon, secrétaire général de la présidence, etc. Donc c'est aussi la fidélité, le témoignage d'une fidélité d'un homme politique, un leader qui sait remercier ceux qui l'aident dans le travail qu'il accomplit. Vous me connaissez, j'aime bien les questions à réponse directe. Pensez-vous aujourd'hui que les Ivoiriens peuvent faire confiance à ce gouvernement? Alain Toussaint, oui, non? Je ne suis pas sondeur, donc je ne pourrais pas m'avancer sur une réponse. Vous potez en touche. Je ne suis pas sûr que même la question se pose en ces termes. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Le gouvernement, il est là. Donc, est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir confiance au gouvernement? Oui, enfin, c'est ce que je dis. Ça dépend des thématiques. Oui. Est-ce qu'en matière de réduction contre la pauvreté, des choses ont été accomplies et qu'elles vont se poursuivre? Sur la sécurité, sur la protection sociale, sur l'éducation, l'environnement, est-ce que le gouvernement a aujourd'hui les éléments de sorte à créer la confiance des Ivoiriens? Je pense que ça, ce sont les éléments de questionnement. Je pense que oui. Les soldats qu'on nous a présentés. Non, moi je pense que déjà les Ivoiriens devraient déjà prêter, voilà, ou du moins faire confiance à ce gouvernement. Maintenant, on les attend à la tâche. C'est à la tâche qu'on pourra juger aisément s'il fallait vraiment leur faire confiance ou pas. Très bien. Tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec Mike Danone pour son point de stress. Accueillons Monsieur Danone, s'il vous plaît. Brice. Mais vous m'avez l'air plutôt... détendu. Un peu trop, je pense. Oui, les Sénégalais ont sorti le jet, moi j'ai sorti le choukoi. C'est un concours de massage. Ma masseuse professionnelle, je t'avais dit que je partais me faire masser. Mais non, j'y avais pas cru, mais là, vous la ramenez comme ça sur le plateau. Camilou, masse-les un peu, masse-les un peu. Vous faites un peu fort quand même. Masse-les un peu. Commençons par la femme, c'est ça? Non, du tout. Ça va le coup, ça va? Ça va le coup, hein? Allez, je t'installe. Voilà. Installe-toi là. Voilà. Vous nous ramenez votre masseuse, carrément, vous nous ramenez votre masseuse sur le plateau, Mike. Écoute, à un moment, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on fait. Et les masseuses, plus tu prends soin de ta masseuse, moins elle appelle les juges pour te mettre dans la merde, comme chez nos voisins les Sénégalais. Ivoirien, habitant de la Côte d'Ivoire. I'm back and I'm very happy to see you. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. 380 400 km de distance allée parcourue entre la Terre et la Lune. On peut dire que je reviens de loin. Mais Live TV étant mon premier amour, peu importe les ciels parcourus, je retombe toujours sur mon point G. Gravité inversée, vue, revue. Voici le point de stress 2.1. 2 pour mon deuxième mandat et qui sait, peut-être un troisième. Ce soir, on embarque sur un hors-bord un peu fou, si vous avez le mal de l'air, prenez la pinasse. Ceci est une manœuvre délicate, alors ne le faites pas chez vous. Pendant mon absence, les Ivoiriens n'ont pas chômé. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de chômeurs. Les gars, vous avez vécu. Des stars ont bécoté à la télé jusqu'à ce que les poissons sont sortis de la lagune pour applaudir. Des chantres ont excellé dans le pétage de plomb. Les activistes vont candidater aux législatives. Vous avez brûlé 1 tonne de cocaïne pure. Les gars, vous êtes fous. Brûler 1 milliard. Même dans vos têtes. Bref, des pasteurs ont kenné des ministres. La Covid a disparu dans les gestes barrières. Nyomi Ele a été homologué. Les vrais architectes ont fait tomber des immeubles. Didi B a clashé. Fior de Bior a clashé. Abomé l'éléphant a clashé. Nash a clashé. Mewe et Alpha Blondie se sont clashés. 3 générations de Niagassé. Mais c'est le Cameroun qui est champion du monde de MMA. Tout change, tout évolue, mais les drapeaux de KKB sont encore en ville. Quelqu'un peut lui dire que les élections sont finies, que le prochain c'est en 2025. Bon, au moins les seuls à rester constants dans le foutre le bazar, c'est la CEIE et Chris Yapi. Il y en a un qui coupe courant et puis l'autre il coupe que.
Bon, il paraît que bientôt, l'impertinent Avatar va passer en chaîne publique sur le bouquet. Hein. À ce propos, il recherche du personnel, commerciaux, journalistes, comptables et aussi des animateurs. Donc, Brice, si vous êtes intéressé, hein, juste envoyez votre CV ou vous présentez en tenue décontractée, topless, chez le général Makosso ou tout simplement au ministère de la Sécurité ou au ministère de la Défense. Parlant de défense, tenez, il y a Brahima Ouattara qui vient d'être certifié ISO 2021 et la feuille de match gouvernementale est officielle. Candidat approché. Gouvernement nouveau, nouvelle transpiration, c'est pas petit régime. Gouvernement taille Apuchu 45 est devenu Skinny 41, Sexy Nini, Biaï. 18 sortants, 13 entrants. Ouais, le 13 était dans Champagne Moué quand le 18 est resté dans nettoyage au Javel. C'est ce qu'on appelle Mojavel. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans le 13. Johnny Pacheco était dans la révélation. On dit c'est Atier qui a préparé les nominations. Tu dis ça pique. Frère, c'est bien cosseux. Son dosage, c'est comme piment de Pirijois. Tu as chaud, tu as soif, tu transpires, tu as palu. C'est parce qu'il n'y a pas de direct, hein, sinon champi, ça pleure. Mais les ministres éjectés, eux, il y a feuille, ils gèrent. Les plus inquiétants, ceux qui ont insomnie, ce sont les Européros. Vous savez, en Afrique, il y a la République officielle. Et puis, il y a la République doublon de la lèche-botanie, les papayas et les mamayas. Ceux-là, quand le ministre dit « j'ai soif », ils font grand écart pour aller chercher château d'eau pour envoyer. Candidat approché, il y a un nouveau gouvernement, nouvelle transmutation. 37 ministres, 4 secrétaires d'État, il y a 33 garçons et puis 8 femmes. Bon, les féministes ont misé haut, mais elles sont sorties avec angine. Ce n'est pas gouvernement misogyne, hein. C'est 8 femmes en hommage au 8 mars. Donc, on va dire parité respectée, 6 bidets. Eh, ja! Maman Kandia Kamara, Douaoudé, vous l'avez critiqué jusqu'à... Elle a laissé votre vilaine éducation nationale là. Maintenant, elle est dans l'éducation internationale. C'est ça qu'on appelle son kérosène a explosé. Longtemps bannie par la FESI, aujourd'hui, elle est la maman de la diaspora. Ouais, ministère des Affaires étrangères, je pense que sa fille doit être en dépression parce que Affaires étrangères, mamie peut prendre l'avion. Et I think elle n'a pas oublié le ramba du papier hygiénique. So, she's coming, mommy gonna kick your ass. On dit Gbagbo et Blé Goudé viennent. C'est ce que Ramba Junior appelle Von Pivon. Tellement enjaillé de voir son frangin, le PR dit qu'il prend en charge leur transport, les deux, et puis leur famille. Voilà, Prési, le père, pardon, il faut préciser. Famille là, c'est famille biologique ou bien c'est famille adoptive? Parce que dans l'adoptif, là, bon, il y a Annie Tchele, il y a Serge Kassi, il y a ceux qu'il a laissés au Ghana, et puis il y a ceux même qu'on a oubliés. Bon, après, c'est ton frère, hein, tu le connais comme nous, on le connaît. Il est capable d'aller faire demande d'adoption de Akosi Benjo, Soro Guillaume et tout son boy, hein, juste pour t'emmerder. So, be careful, hein, et chez les Blancs, ça va très vite. Maintenant, si c'est la famille biologique, pardon, transport de Michel Gbagbo qui était ici hier, là, faut me donner. Il est déjà député. Moi, je n'ai plus de poste. Mon patron chic de la communication a été balancé aux animaux et aux halieutiques. Pourtant, à cause de vous, il a menacé les gens à la Nissa hein, de les frapper s'ils ne portaient pas leur masque. So, on est là, tout va bien. Tu étais à la Nissa? Non. D'accord. La semaine prochaine, je te fais un spécial Nissa. Pour l'instant, je sens un peu de courbature. Courbature Camilo, on y va pour le massage. Bravo, Mike. Wow. Bravo. En tout cas, bon choix de la masseuse. Hein. Ouais, bon choix de la masseuse. Non, oui, enfin. Bon, non, tu peux rendre l'antenne. Vous en perdez votre latin, là, tout oui, ça. Exactement. Exactement. Élisée Boulougou, Rabia Diallo, André Voile, Toussaint, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous, téléspectateurs. Merci aux internautes. Restez nombreux hein, pour nous suivre tout au long de cette émission. Notez qu'on a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve pour notre part lundi, Inch'Allah, sur ce même plateau-là. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.